Bonjour tout le monde, dans le cadre des cours de la thermochimie, on va voir le chapitre 1 qui parle du premier principe de la thermodynamique. Donc, introduction objet de la thermodynamique chimique. Donc, on va voir ce que c'est l'objet de la thermodynamique chimique exactement. Donc, la thermodynamique, c'est quoi d'abord la thermodynamique? La thermodynamique est l'étude des phénomènes qui se produisent à l'intérieur d'un système et qui sont accompagnés d'échanges d'énergie ou de matière entre le système et le milieu extérieur. Donc, par exemple, je veux étudier un certain système. Un système, par exemple, un verre de thé. Parce que tout le monde connaît par exemple le thé. Donc, j'ai un certain verre de thé. Imaginez que ce verre de thé est à température, par exemple, 80, pardon, 80 degrés Celsius. Imaginez cela. Bon, j'aimerais bien étudier ce système. Normalement, je peux délimiter ce système d'une façon. Je peux délimiter ce système de différentes façons. Soit je peux le mettre à l'intérieur de quelque chose, et je peux considérer ça c'est mon système. Soit pas la peine de faire ça, je peux le délimiter en utilisant juste quoi? Juste mon imagination, c'est-à-dire je le délimite par la pensée. Donc ce qui est extérieur, c'est le milieu extérieur, c'est-à-dire que ce qui est là. Moi-même, observateur qui observe ce verre de thé, je fais partie du milieu extérieur. La thermodynamique chimique est l'application des principes de la thermodynamique. Donc, on applique les principes de la thermodynamique. Donc la thermodynamique, en effet, c'est de la physique. Donc on applique la physique, donc une partie de la physique qui est la thermodynamique classique aux réactions chimiques. Donc ça c'est ce qu'on appelle la chimie physique. La thermochimie, ça fait partie de la chimie physique. Elle s'occupe de l'étude des échanges énergétiques ou de matière, accompagnant les transformations qui ont lieu au cours des réactions chimiques. Donc c'est l'étude des échanges énergétiques. Donc la thermo, c'est tout ce qui a un rapport avec la chaleur. La dynamique, la chaleur, la température et tout ça. La dynamique, c'est les mouvements, etc. Donc, elle s'occupe de l'étude des échanges énergétiques ou de matière accompagnant les transformations qui ont lieu au cours des réactions chimiques. Donc en fait la thermodynamique c'est la relation entre les phénomènes thermiques et les phénomènes dynamiques. Donc thermo donc thermique, c'est-à-dire que ce sont les phénomènes thermiques. Donc une remarque pardon pour cette écriture, c'est juste parce que j'écris avec la souris. Donc thermique, c'est les phénomènes thermiques et dynamique. En dynamique, ça vient tout simplement, ça vient d'où? Eh bien, ça vient en toute simplicité. Bon, ça veut dire que ce sont les phénomènes dynamiques en toute simplicité. Tout ce qui est dynamique. Quelques notions de thermodynamique. Système. Donc, qu'est-ce qu'un système? Le système est la partie de l'univers soumise à l'étude thermodynamique. L'entourage constitue le milieu extérieur. Bon, c'est-à-dire que j'ai mon système, je le délimite par une certaine frontière. Cette frontière peut être réelle ou peut être fictive. C'est-à-dire que je peux délimiter ce système par la pensée, juste par la pensée. Tout ce qui ne fait pas partie de ce système, c'est-à-dire que tout ce qui est extérieur de cette frontière imaginaire ou réelle, fait partie de ce qu'on appelle le milieu extérieur.
Donc on a ici tout l'univers, donc, et le reste, bon, on a ici tout l'univers, donc tout ça c'est vraiment l'univers, toute cette feuille c'est l'univers, moi qui lis cela fait partie de l'univers, la terre fait partie de l'univers, le soleil fait partie, tout fait partie de l'univers, mais le milieu extérieur ça dépend. Donc on a dit que, que ça c'est le milieu extérieur, mais l'univers c'est le milieu extérieur plus le système. Donc l'univers, il faut savoir que cet univers là-bas, l'univers égale milieu extérieur plus le système. Ou tous les milieux extérieurs pour plus les systèmes considérés parce qu'il se peut qu'une autre personne fait une autre étude. Donc c'est tous les systèmes plus tous les milieux extérieurs. Bon, tout ce qui constitue, tout ce qu'il y a, c'est l'univers. Voilà. Donc les frontières peuvent être matérielles, voilà, il est écrit, ou fictives. Bon, l'univers est l'union du système avec son milieu extérieur. Bon, voilà, c'est déjà écrit ici. Bon, ce que je viens d'expliquer là, c'est bien. Bon, voilà, bon, ça c'est une flamme. C'est une réaction entre le gaz, le butane et l'oxygène. Et l'O2, oui, l'oxygène O2. Bon, comment en effet cela ça se fait qu'il y ait des flammes? Eh bien parce que tout simplement les liaisons du gaz butane par exemple contiennent en effet une certaine énergie. Donc si par exemple je prends un briquet ou quelque chose, le briquet en effet, il y a cette petite étincelle du briquet qui est comme ça, elle fait casser un petit peu cette liaison. Cette liaison contient en effet l'énergie. Et là, bien sûr, ça s'applique à tous les autres, à tous les moles du gaz de butane que j'ai. Donc, c'est-à-dire que ça va donner cette flamme. Donc, c'est l'énergie. Parce que j'ai beaucoup de gaz de butane. J'ai pas seulement ça. J'ai beaucoup de moles, par exemple. Je peux avoir beaucoup de moles. Bon, il existe plusieurs types de systèmes. Bon, on va parler maintenant de ce que c'est les types de systèmes et tout ça. Donc, il y a un système ouvert. Bon, c'est tout simplement ouvert au monde. Non. Un système ouvert. Échange de l'énergie et de la matière avec le milieu extérieur, c'est-à-dire, bon, c'est un système ouvert comme son nom l'indique, c'est-à-dire il échange tout. Il échange de l'énergie plus la matière. Un système fermé. Pour ce qui concerne un système fermé, il échange uniquement de l'énergie avec le milieu extérieur, objet de notre étude. Bon, objet de l'étude qu'on va voir, c'est-à-dire on va étudier les systèmes qui sont fermés, c'est-à-dire on va s'intéresser à l'énergie. C'est-à-dire la seule chose peut-être dans ce cours qui va nous intéresser pour l'instant, c'est l'échange de l'énergie. Et on a ce qu'on appelle un système isolé. Un système isolé, il est isolé du monde. Il n'échange ni énergie, non. Il n'échange ni l'énergie, non. Il n'échange ni matière avec le milieu extérieur. Bon, par exemple, bon, comme un système ouvert, on peut par exemple parler de nous, de l'être humain. L'être humain, par exemple, c'est un système ouvert. En effet, il échange de l'énergie avec le milieu extérieur. Il peut prendre
de l'énergie du milieu extérieur, il peut aussi donner cette énergie au milieu extérieur. Ben oui, il peut aussi donner ça. Et il échange aussi de la matière, c'est-à-dire il mange par exemple, il mange, il mange, voilà. Donc c'est-à-dire il échange aussi de la matière avec le milieu extérieur. Donc on va parler maintenant des conventions de signes. Donc les conventions de signes, avant de parler de conventions de signes, j'aimerais parler avec vous d'une chose qui est intéressante. Bon, cette chose est tout simplement la suivante, c'est que on va imaginer par exemple vous, une certaine personne, et qui a de l'argent. Donc cette personne qu'on va imaginer qui a par exemple de l'argent, si on donne à cette personne l'argent, si elle reçoit de l'argent, cet argent est compté de façon positive. Par contre, si cette personne donne l'argent, bien sûr, il est compté de façon négative parce qu'elle donne l'argent. Elle donne l'argent. Donc, pour ce qui concerne notre système, bon, la devise utilisée, on peut dire, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Donc, une quantité d'énergie reçue par le système, donc tout ce qui est reçu est compté positivement. C'est-à-dire que dans ce cas-là, l'énergie, elle est supérieure à zéro. Une quantité d'énergie fournie par le système, c'est-à-dire une quantité d'énergie qui est donnée par le système, est comptée toujours, toujours ce qui est donné, ce qui est fourni, se compte de façon, donc ce qui est fourni, il se compte de façon négative. Sont comptés négativement. Bon, dans ce cas-là, l'énergie, elle est inférieure à zéro. Faites le cas, dans ce cas-là, elle est supérieure à zéro. Donc, ici, on constate que, bon, on a ici notre système que vous voyez. Bon, si il reçoit de l'énergie, il va compter cette énergie de façon positive, comme vous voyez ici devant vous. Bon, il va recevoir cette énergie. S'il donne l'énergie, ça se compte de façon négative parce qu'il en donne, parce qu'il donne de l'énergie. B, petit b, état et variable d'état d'un système. Donc, l'état d'un système, bon, état, bon là on parle de état et variable d'état d'un système. L'état d'un système est défini à l'aide d'un certain nombre de grandeurs macroscopiques. Ces grandeurs sont macroscopiques. Bon, on étudie ici la thermodynamique classique. Bon, on utilise des grandeurs macroscopiques appelées variables thermodynamiques ou variables d'état ou grandeur d'état. Variables extensives. Donc, quand on parle de variables d'état, en effet, état, c'est tout simplement, bon, il se cache quelque chose. État égale état d'équilibre. État d'équilibre. État d'équilibre. État d'équilibre. Mais pour état d'équilibre thermodynamique, mais pour résumer les choses, pour ne pas à chaque fois dire état d'équilibre thermodynamique, on utilise tout simplement le mot état. L'état d'un système est défini à l'aide d'un certain nombre de grandeurs macroscopiques appelées variables thermodynamiques ou variables d'état ou grandeur d'état. Bon, on a les variables extensives. Je vais après parler de extensives et intensives. Donc par exemple le volume, le nombre de moles, la masse proportionnelle à la quantité de matière. Bon, pour l'instant, je ne vais pas parler de ce que c'est extensif, je vais parler d'état d'équilibre. Je vais continuer de parler d'état d'équilibre. Donc pour ce qui concerne le volume, par exemple, je ne peux pas dire j'ai un certain volume est égal à 25 litres, par exemple, et sans avoir un état d'équilibre, par exemple. Parce que au cours d'une certaine transformation, le volume, il varie. Je peux pas parler. Il faut que le système
il faut que la transformation s'arrête pour dire, pour parler d'état. Pour parler, je veux dire, de variable d'état. Bon, nombre de moles masse proportionnel à la quantité de matière. Par exemple, bon, maintenant je vais parler de variables extensives et intensives. Bon, on remarque pour ce qui concerne intensive, je vais d'abord parler de intensive en toute simplicité. Donc parce que ici intensive, il faut remarquer ce mot IN, plutôt ce IN. Bon, ce IN, je vais tout simplement ici, voilà, vous écrire ici indépendant. C'est pour en effet différencier entre les deux choses. Bon, le IN c'est indépendant, voilà. Indépendant, intensive indépendant. Indépendant. Bon. En effet, pour faire vite, pour bien comprendre les choses, on peut dire que intensive, puisque indépendant, donc c'est-à-dire que c'est non additive. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire non additive. C'est-à-dire que il ne s'ajoute pas. C'est-à-dire que je vais prendre par exemple la température. Si je prends la température T1 qui est égale à 25 degrés, T2 est égal à 25 degrés Celsius. Dans ce cas-là, bon, il faut imaginer par exemple un verre de thé, toujours, et un verre de thé de 25 degrés. On va en effet penser à cette chose intéressante. On va penser à cela et on va vous dire la chose suivante. Si vous prenez par exemple ce verre et vous l'ajoutez ici, c'est-à-dire que vous faites T1 plus T2 concernant si on parle de la température, c'est-à-dire que vous allez faire T1 plus T2. Est-ce que T1 plus T2 ça va donner 50? Non, figurez-vous que ça va donner 25 degrés. Ça va donner exactement 25 degrés. C'est ce que ça donne parce que la température n'est pas additive, elle est indépendante de la quantité de matière. Mais en effet, bon, vous pouvez utiliser la façon que j'utilise, non additive ou additive, parce que c'est plus intuitif à comprendre. C'est plus intuitif à comprendre le fait additive ou non additive. Ça, c'est non additif, c'est-à-dire que ça ne s'ajoute pas. Si ça s'ajoutait, en effet, on peut jouer avec les choses. C'est-à-dire que je peux obtenir facilement 1000 degrés Celsius si la température était additive. Et Dieu merci, parce que la température n'est pas additive. Sinon, il va sûrement y avoir une catastrophe, ça c'est sûr, hein. Donc, on a parlé un petit peu de ça. Bon, pour ce qui concerne, pour ce qui concerne additive, c'est-à-dire qui est intensive, indépendant, T, la pression, ce M, je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par ce M. Bon, je me tais, indépendant de la quantité de matière. Donc, pour ce qui concerne la quantité de matière, la masse, ça c'est proportionnel à la quantité de matière. Pour ce qui concerne extensive, c'est-à-dire additive. Je vais vous donner un exemple. Donc extensive, c'est tout simplement additive, hein. C'est additif, c'est-à-dire que
ça s'ajoute. Les deux valeurs peuvent s'ajouter. On a le droit de faire cela. Donc, chose faite, bon, je vais donner un exemple, c'est-à-dire notre verre de thé qui contient par exemple, je sais pas combien de litres. Bon, je vais dire que c'est 250 millilitres, voilà. Ou plutôt, je vais dire 100 millilitres, voilà. Un autre verre de thé contient 100 millilitres. Si je verse ce verre-là, eh bien, je vais avoir une certaine valeur qui est de 200 millilitres. Bon, c'est ça ce que ça veut dire additive et c'est ça ce que ça veut dire extensive. C'est-à-dire qu'elle, bon, proportionne à la quantité de matière, voilà. Un système est dans un état d'équilibre lorsque toutes les grandeurs d'état qui le définissent sont les mêmes en tout point du système et restent constantes au cours du temps. Voilà, donc si j'ai ça, c'est que il faut savoir que mon système est en équilibre thermodynamique. Maintenant, c'est équation d'état. Une équation d'état est une relation. Bon, est une relation. Il faut savoir que c'est une relation. Une relation de quoi? Une relation qui relie les différentes variables d'état. Donc, c'est une liaison entre les variables d'état. C'est une relation qui relie les différentes variables d'état d'un système. Et notez ça, c'est important, à l'équilibre thermodynamique. C'est-à-dire que je ne peux pas parler d'une équation d'état sans présence. Je ne peux pas parler d'une équation d'état sans présence d'équilibre thermodynamique. Je ne peux pas en effet faire ça. Non. Je ne peux pas parler de cela. Donc, exemple. Dans le cas où le système est un gaz parfait, bon, d'ailleurs, on ne va étudier que les gaz parfaits. Les gaz réels pour la première année, ça ne s'étudie pas. Et entre nous, peut-être même en deuxième année, bon, peut-être que ça ne s'étudie pas en deuxième année. Bon, dans le cas où le système est un gaz parfait, PV est égal à nRT. Il faut bien retenir cette relation-là. Des transformations. Une transformation thermodynamique est le passage d'un état d'équilibre à un autre par changement d'un ou plusieurs paramètres d'état. Donc parler de transformation thermodynamique, c'est parler d'un changement d'un, au moins un ou plusieurs paramètres d'état. Si on n'avait pas un changement d'un ou plusieurs paramètres d'état, ce n'est même pas une transformation thermodynamique. Mais bon, une transformation thermodynamique est le passage d'un état d'équilibre à un autre. C'est-à-dire j'ai un état d'équilibre 1 et je passe vers un état d'équilibre 2. Si je passe par exemple à un état chaotique, un état non d'équilibre, bon, c'est pas une transformation. Il faut que je passe à un autre état d'équilibre tout en changeant un ou plusieurs paramètres d'état. Au cours d'une transformation, la variation d'une grandeur d'état entre l'état initial et l'état final est indépendante du chemin suivi. Bon, je vais expliquer cela. C'est-à-dire que, imaginez, bon, j'ai ici l'état initial et ici quelque part j'ai l'état final. Imaginez que je vais suivre par exemple ce chemin-là et imaginez que je vais prendre ce chemin-là. Ici par exemple j'ai un volume d'un litre, par exemple je prends la variable V, la grandeur d'état V, et l'état final, dans cet état final, V final est égal à par exemple 2 litres. Eh bien,
figurez-vous, mesdames et messieurs, que dans ce cas-là, le VF, il va rester le même, que malgré que je prends ce chemin-là, ou ce chemin-là, ou ce chemin-là, ou ce chemin-là, il va rester le même. Ah oui, il va rester le même. N'importe quel chemin je peux prendre. Bon, c'est ça ce que ça veut dire. Au cours d'une transformation, la variation d'une grande d'état entre l'état initial et l'état final est indépendante du chemin suivi. On distingue deux types de transformation. Transformation réversible, c'est une transformation infiniment lente et permet de revenir à l'état final et permet de revenir de l'état final à l'état initial. Je vais expliquer ça. Transformation irréversible, c'est une transformation rapide, bon, sans retour à l'état initial, réaction chimique spontanée. Une transformation irréversible, vraiment, c'est pas forcément rapide. Elle peut être lente et être irréversible. Bon, je peux vous donner, bon, je peux vous dire ça, bien sûr. Elle peut aussi être lente. Et malgré qu'elle peut être lente, on ne peut pas faire un retour à l'état initial. Mais vraiment, je vais prendre parce que moi, j'ai pensé de façon réelle. Bon, on va dire ça, on va prendre cette définition. Bon, c'est une transformation rapide sans retour à l'état initial. Bon, dans le cas des réactions chimiques spontanées. Spontanées, c'est-à-dire spontané, ça se fait spontanément. C'est comme si je donne de l'argent, par exemple, je veux donner de l'argent et moi j'aime donner ça. Je le donne je veux le donner, donc je le donne de façon spontanée. Pour ce qui concerne transformation réversible, c'est une transformation idéale. Bon, c'est une transformation qui n'existe même pas dans la réalité. C'est ça. Bon, c'est une transformation infiniment lente. Pour s'approcher d'une transformation réversible, il faut que la transformation soit lente. Ça, on appelle quasi statique. Mais malgré qu'on fait une transformation infiniment lente dans la réalité, on ne pourra jamais avoir le cas d'une transformation réversible réelle qui se fait dans la réalité. Donc une transformation réversible, c'est juste, on l'imagine, c'est juste pour s'approcher de cette transformation. Parce que de point de vue énergétique, c'est bien. Parce que ça peut réduire les frottements, etc. Réduire les frottements, c'est réduire les pertes d'énergie. Donc ça, c'est bien pour nous. Transformation réversible, c'est une transformation infiniment lente et permet de revenir de l'état final à l'état initial. Je vais vous donner un exemple pour bien savoir qu'une transformation réversible n'existe pas. Mais c'est juste une étude pour s'approcher d'elle. Imaginez une personne qui a par exemple 20 ans. À l'état initial, il était un petit bébé qui pleurait par exemple. C'était juste un petit bébé, voilà. Il pleure tout le temps. Ah, bon voilà. Si dans la réalité existait de transformations réversibles, une personne de 20 ans peut revenir un bébé. Ben oui, parce que c'est réversible, hein. Mais dans la réalité, on ne peut pas. On ne peut pas. Une transformation réversible. Bon, en résumé, une transformation réversible peut, dans le cas d'une transformation réversible, on peut revenir en arrière, effectuer le chemin inverse. Dans le cas d'une transformation réversible, impossible de faire cela. Et entre nous, on va étudier des transformations réversibles. Une transformation réversible ou irréversible peut être isotherme. Bon, isotherme, bon, terme ça vient bon, de thermique. Bon, on parle de température là. Pour isotherme, c'est une transformation qui s'effectue à température constante. Isobar, vous avez ici le mot bar. Ça vous pense à la pression. Donc, iso,
iso ça vient peut-être du mot grec, ça signifie égal, d'après ce dont je m'en souviens. Effectué à pression constante, parce que bon, je vous dis que bar ça vient de, bon, peut-être de pression. Bon, si isobar c'est à pression constante, bon, isocore c'est à volume constant, voilà. Il suffit juste de savoir ce que c'est une isobar pour savoir ce que c'est une isocore. Pour ce qui concerne une adiabatique, il reste la chaleur. Bon, c'est une transformation qui s'effectue sans échange de chaleur avec le milieu extérieur, c'est-à-dire qu'elle se fait à chaleur constante, puisqu'on ne peut pas échanger, qui se fait à chaleur constante. Donc c'est une adiabatique. Q est égal à constante. La chaleur c'est une constante dans le cas d'une adiabatique, sans échange de chaleur avec le milieu extérieur, puisque la chaleur reste au milieu intérieur et il n'y a pas d'échange, donc Q est égal à une constante. Cyclique ramène le système à son état initial. Par exemple, on prend un état initial, on part vers là, on part vers là, on part vers là, et on revient à l'état initial. Ça, par exemple, c'est cyclique. Infinitésimale, transformation dans les états d'équilibre initial et final sont infiniment proches. Bon, infinitésimale, par exemple, il y a un équilibre là, et il y a un état d'équilibre et un état final très proches. Les deux états d'équilibre initial et final sont très proches. Ça, c'est une transformation infinitésimale. L'énergie d'un système. Bon, l'énergie mesure. Que mesure l'énergie? L'énergie mesure tout simplement l'aptitude d'un système à fournir un effort. Bon, l'aptitude d'un système à fournir un effort. Je vais vous donner un exemple pour ce qui concerne les humains. Par exemple, quelqu'un qui veut faire un marathon perd beaucoup d'énergie. Pourquoi il perd beaucoup d'énergie? Parce qu'il fournit un effort colossal. Courir 40 km, c'est pas rien. Ça demande un grand effort. Donc, ça demande une grande énergie pour faire cela. Donc, un grand effort. L'énergie mesure l'aptitude d'un système à fournir un effort. Du point de vue thermodynamique, l'énergie, donc là, donc là, on a dit ça, et là, on va parler du point de vue thermodynamique. Qu'est-ce que dit la thermodynamique? Du point de vue thermodynamique, l'énergie est une mesure de la capacité d'un système à modifier son état en entraînant un mouvement, une chaleur ou un rayonnement électromagnétique. Bon, je répète. L'énergie est une mesure de la capacité d'un système à modifier son état en entraînant un mouvement, une chaleur ou un rayonnement électromagnétique. C'est-à-dire que j'ai par exemple un certain système, il peut modifier son état. Par exemple, il peut bouger ici. Il peut bouger ici et ça entraîne par exemple quelque chose. Par exemple, bon, ça c'est un mouvement. Il y a un autre corps, par exemple un certain système qui va faire un mouvement et qui va venir ici. Donc de point de vue énergie, ça peut-être c'est plus grand que ça. Il y a par exemple un autre système qui va se transformer tout en par exemple en rayonnant. Par exemple ici je peux dire des particules gamma. Il y a un autre qui va faire bon, qui va modifier son état tout en par exemple à entraîner une certaine variation de chaleur ou quelque chose de ce genre-là. Donc en thermodynamique, l'énergie totale d'un système dépend de son mouvement. Il dépend de son mouvement, de sa position et sa nature propre. E total d'un système, c'est
E potentiel plus l'énergie cinétique plus l'énergie interne. Bon, l'énergie potentielle, énergie que possède un système dans un champ de force. Je peux vous dire un exemple très simple. Imaginez un certain corps qui est par exemple qui est un certain corps qui est, comment dire ça, un certain corps qui est attaché à une certaine corde comme ça, et ça c'est tout simplement le sol. On a ici H, et bien celui-là il a une certaine énergie potentielle qui est tout simplement mgh. C'est une énergie potentielle en effet, parce que si on fait, on augmente, en augmentant la hauteur, qu'est-ce qu'il va se produire si on augmente un petit peu la hauteur? Eh bien, notre H va augmenter, donc l'énergie potentielle va augmenter. En toute simplicité, hein, toute simplicité. Pour ce qui concerne l'énergie cinétique, c'est une énergie associée au mouvement du système. Bon, vous connaissez que par exemple que c'est 1 demi mv carré. Bon, c'est associé au mouvement. L'énergie interne du système, terme qui tient compte des agitations des molécules et des énergies de cohésion entre elles. C'est-à-dire que on a par exemple parlons des atomes. En fait, entre les atomes, il y a une certaine agitation entre eux. Il y a une vibration. Bon, ça se fait. Bon, ça bouge en effet, ça bouge, ça fait. Chaque atome fait comme ça. Donc chaque molécule, elle vibre, elle fait. Bon, c'est une agitation. Bon, il y a une certaine énergie. Cette sorte d'énergie interne, ça fait. J'espère que vous comprenez ça. Bon, grand 3, énergie échangée. Les énergies mises en jeu lors de l'évolution d'un système sont de deux formes. Bon, là, on va dire les deux formes d'énergie qu'on va étudier sont tout simplement la chaleur Q et le travail. C'est tout justement les deux formes d'énergie qu'on va étudier. Et j'espère que vous saisissez tout cela. Ce sont les deux formes d'énergie qu'on va étudier. Donc, là, on va parler d'une chose vraiment très très intéressante et très intéressante à comprendre, à savoir la chaleur et la température.